Bon, je suis parmi vous, je suis content d'être invité, là, c'est bien. Et alors, moi, je crois que c'est indiqué qu'ils suivent un normalien. Après la grecque de philo, enfin, j'avais la licence de sociaux, enfin, des tas de conneries qu'on fait quand on est jeune. Enfin, j'étais à H4 à côté, donc c'est pas loin. Et à la fin à l'oral de philo, j'étais bon en philo, vraiment. J'étais major, mais la grecque, les questions étaient tellement cons que je me suis retrouvé 42e. Et donc j'étais premier à l'oral, mais par une remontée fascinante. Mais pourquoi les sujets? C'était un dialogue entre Aristote et Spinoza, mais ça, franchement, les gars, il faut ça. Donc, c'était pas possible. Donc, le jury m'a dit, on était étonnés, vous étiez dans les derniers, vous terminez bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur Godelier, maintenant? Monsieur le Président, surtout pas de philosophie. Alors, quand vous dites ça au jury d'agrég de philo, alors qu'est-ce que vous voulez faire? Surtout pas de philosophie, je voudrais philosopher sur autre chose que sur elle-même. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, je voudrais plutôt faire de l'économie. Alors, je suis allé au Centre d'études et de programmation économique de Malinvaud, qui préparait les polytechniciens et les centraliens pour le commissariat au plan. Donc, parmi les beaux signes blancs que vous êtes, j'étais un canard noir. Et à la fin de l'année, je faisais beaucoup de fautes de calcul. J'adorais les maths, mais je n'étais pas bon, quoi. Je trouvais 0,2, vous trouviez 2, et moi 0,2, ça n'allait pas, quoi. Le calcul, c'était pas, ça n'avait pas de pratique, quoi. Alors, à la fin de l'année, on me dit, il faut aller voir Braudel. Alors, je vais voir Braudel qui me reçoit. Braudel, vous voyez, c'était le patron de l'école des études, etc., ancien inspecteur général. Et il me dit, avant de vous dire non, ça commençait mal, je voulais vous voir, parce que j'ai des lettres de mes collègues qui disent que vous êtes bien. Bon, très bien. Alors, question, qu'est-ce que vous pensez de Descartes? Putain. Qu'est-ce que vous pensez de Marx? Vous n'allez pas faire attention avec lui. Là. Bon, et à la fin, il prend le téléphone, un téléphone, il y en avait deux, là, et il dit à l'inspecteur, je ne connaissais pas, l'administrateur général, mettez-le sur la liste. Vous voyez, on n'est pas dans les commissions du CNRS. Hein. Mettez-le sur la liste chef de travaux. Bon. Alors je dis, qu'est-ce que je dois faire, monsieur? Moi, je ne suis pas du tout historien. Puis, rien, cultivez-vous. Vous entendez les propos de l'ancienne féodalité française? Hein? Au bout de 2 ans, je m'engueule un peu avec Braudel. Et je reçois un coup de téléphone du même administrateur général. Il dit, monsieur le Braudel ne veut plus de vous comme maître de conférence, mais vous êtes maintenant maître de conférence de Lévi-Strauss. Ça marche, non? Transférer du compte chèque de l'un sur l'autre, j'ai rien dit. Donc c'est tout à fait un parcours assez inhabituel et qui appartient, comme dirait Macron, à l'ancien monde. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Une féodalité profonde. Hein? Bon. Alors, en fait, au bout d'1 an de mathématiques, qu'est-ce qu'on faisait avec les polytechniciens, tout ça? On faisait des modèles d'économie capitaliste décentralisée et concurrentielle et des modèles d'économie centralisée socialiste. Et on a injecté des équations pour modifier les prix, formation des prix dans les pays socialistes, formation des prix dans les pays capitalistes. Ça m'a tellement emmerdé que j'ai dit, c'est pas possible, je ne vais pas passer ma vie à faire des modèles abstraits comme ça. Je voudrais bien rencontrer de l'économie de gens qui vivent l'économie. Alors j'ai regardé quelque part, et j'ai dit, tiens, il y a l'anthropologie économique aux États-Unis. Il n'y avait personne en France à l'époque. Il y avait Meyasu qui était parti à Michigan, et il n'était pas revenu. Et donc, j'ai dit à Braudel, je vais faire l'anthropologie économique. Il a créé une chaire pour moi, c'est sympa quand même, non? Bon. Avant qu'on se quitte. Et après, on s'est aimé beaucoup. Hein. C'est-à-dire, après ce divorce,
Je pars 3 ans en Nouvelle-Guinée, je reviens, je le vois dans les cours du Collège de France. Alors, paternaliste, mon petit Godelier, comment ça va? J'ai eu de bonnes nouvelles, vous voyez, les bonnes nouvelles de votre terrain, oui, c'est très bien, tout ça. Là. J'ai dit, ah oui, je voulais vous remercier, monsieur le professeur, de m'avoir transféré sur le compte chèque de Lévi-Strauss. Le grand professeur me regarde avec les yeux noirs. Est-ce que je le tue, ce petit con, quoi? Et puis, il se met à rire. Et c'était fini, on a été copains jusqu'à sa mort, vraiment. Vous voyez, c'est très intéressant, la vie des gens. Et les contingences qui font qu'on puisse avoir une voie personnelle. Moi, donc j'ai quitté la philo pour l'anthropologie. Je ne le regrette pas. Je reviens de temps en temps à la philosophie, mais avec un matériel personnel de travail. Alors, qu'est-ce que c'est que l'anthropologie? C'est un truc qui est devenu scientifique, si vous voulez, à partir de 1871. Il y a 2 héros, là, fondateurs. Il y a Morgan, un Américain, qui écrit et publie Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family. Donc, c'est un gars qui était avocat, passionné par les Indiens d'Amérique, qui va dans des réserves et faisant une enquête sur la parenté, il découvre que dans des tribus, tout appartient et tout passe par les femmes, système matrilinéaire. Donc lui, bon protestant patrilinéaire, ça lui pose un problème, non? Bon. Ensuite, il va dans d'autres réserves, donc il découvre ce qu'on appelle un système iroquois de type matrilinéaire. Bon, passons. Et après, il passe dans d'autres réserves d'Indiens. Les Indiens sont déjà dans des réserves, des objets à observer, n'est-ce pas? Et là, il découvre que pendant qu'il parle à un informateur âgé, un petit garçon passe et l'informateur âgé, un homme important, lui dit « Bonjour, mon oncle ». Donc il découvre un système chroma où il y a une bascule, bon, bref. Et il lance une enquête mondiale, le premier type dans le monde qui a lancé une enquête avec une grille, comment on dit dans votre langue, père, mère, etc., frère du père, sœur de la mère et tout. Il envoie à 150 missionnaires, administrateurs de colonies. Et il reçoit. Et quand il reçoit 150 réponses vraiment solides, il découvre, et là vous allez comprendre, que 150 variétés appartiennent à 5 types. Donc il réduit la diversité du concret à 5 logiques de construction. Donc ça s'appelle System of Consanguinity. Et nous, les Français, les Allemands, etc., on est dans un système qui est structurellement, pas linguistiquement, hein, on ne parle pas les mêmes langues, semblable à celui des Esquimaux, des Inuits. Il n'y a jamais eu de contact entre les Français et les Inuits. Et notre système est un dérivé, je parle maintenant sur la parenté, je pourrais parler pendant des heures là-dessus, notre système est une transformation du système latin, pas terme à terme, mais le système latin est un système proche du système soudanais, des tribus soudanaises d'aujourd'hui, qui a évolué pour arriver à père-mère en perdant plusieurs équations. Donc on est capable de formaliser et mathématiser des systèmes de parenté, hein, c'est-à-dire les équations de construction du système. Bon, passons là-dessus, je ne vais pas vous emmerder avec tout ça. Mais bon, comprenez que, par exemple, quand je suis arrivé en Nouvelle-Guinée, j'étais chez les Barouya, un groupe non étudié. Au bout de quelques semaines, j'ai écrit à Lévi-Strauss, le système dans lequel je suis est un système iroquois, mais de principe de descendance patrilinéaire et non pas matrilinéaire, comme chez les Indiens. Mais les Barouya ne savaient pas qu'ils étaient dans un système de type iroquois. Et leur expliquer, c'était une connerie. Il faut qu'ils vivent leur vie, je ne vais pas leur dire. Donc il y a un moment, vous voyez que le scientifique, quand il travaille et qu'il découvre une structure qu'on retrouve ailleurs,
Et si je pouvais expliquer pourquoi la même structure apparaît dans deux endroits du monde à des époques différentes, j'aurais le prix Nobel. Hein. Ce n'est pas encore expliqué, ça. Ce qu'on a pu faire, c'est une réduction de tous les systèmes de parenté mondiaux à 6 types. Nous ne sommes que les variantes du système dit Esquimau. Voilà, on a appelé ça comme ça. Bon, c'est une typologie, hein, c'est pas... Le système arabe, c'est autre chose. De temps en temps, je fais des conférences à l'École nationale de magistrature, j'ai les commissaires de police chez les juges, et je leur explique ce que c'est qu'un mariage arabe. Avec la première cousine de ce type, c'est la première épouse, les 4 épouses possibles. Alors comme les types, ils ne connaissent rien, les juristes, ils n'ont pas fait de droit musulman, ils ne connaissent pas. Or, ça compte quand même. Car si qu'est-ce que c'est que le premier mariage musulman? C'est, regardez-moi, le père, le frère du père. Même sperme, patrilinéaire, ok? Et la première épouse que je dois prendre, théoriquement, c'est la fille du frère de mon père. Ce qu'on appelle la cousine parallèle patrilatérale, ok? La deuxième, c'est autre chose. Alors si aujourd'hui vous avez un Algérien qui va en Algérie récupérer sa cousine, soit c'est une famille algérienne ouverte, et elle dit non, la coutume, je ne suis pas, soit c'est une famille qui suit la coutume, alors ce n'est pas un mariage forcé, c'est un mariage coutumier. Alors il faut mieux expliquer ça à un commissaire de police. Hein. Voilà. Vous comprenez? L'impact positif enfin, d'une connaissance, quoi. Par ailleurs, si je vous parlais de l'islam, alors là, l'islam, il n'y a qu'un seul souverain, c'est Dieu. Donc, il n'y a qu'un seul souverain, c'est Dieu. Donc, les chefs d'État ne sont que les paroles de Dieu. C'est la charia qui est la loi. Et la charia, c'est une loi divine appliquée aux hommes. Alors, il n'y a pas de souveraineté du peuple. Il n'y a pas de souveraineté du peuple. Bon, passons là-dessus, c'est des petits fragments d'anthropologie que je vous donne comme ça. Au fond, la question fondamentale de l'anthropologie, ce n'est pas une question propre à l'anthropologie. C'est comment comprendre, écoutez, comment comprendre et comment expliquer des manières de penser, des manières d'agir et de sentir, des institutions, des pratiques sociales, dont vous n'avez jamais eu l'expérience dans votre vie et dans la société où vous vivez. Comme moi, je suis parti là, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Système iroquois et tout. Mais ça, c'était... Alors, la naissance de l'anthropologie, c'est 2 naissances. Il y a une naissance spontanée, missionnaire, militaire, commerçant, administrateur des colonies, parce que des centaines de populations dominées par l'Occident. Les gens n'ont pas d'écriture, il faut apprendre la langue, il faut apprendre les coutumes, il faut détruire les coutumes. Hein, le colonialisme, ce n'est pas de la tarte, je vous assure, parce que dès qu'on est colonisé, on a perdu la souveraineté sur soi-même. Son avenir dépend des autres. C'est du jour au lendemain comme ça. Hein. Moi, j'étais dans une société 8 ans après l'arrivée du premier blanc. Donc j'étais l'universitaire qui arrivait après les missionnaires, et les premiers, c'était les militaires. Vous avez compris? Militaires, missionnaires, pour christianiser, et l'universitaire pour avoir de la connaissance scientifique, n'est-ce pas? Des autres. Bon. Donc la question, c'est la question de l'altérité des autres. Comment peut-on penser l'altérité des autres et votre altérité pour les autres? C'est clair? Bon. Pas facile, hein? Pas facile. Alors il faut des méthodes. Quelle est la méthode de l'anthropologue? Eh bien, c'est comme tu l'as dit, ma première immersion, c'est 3 ans de terrain, les gars. Avec divorce de ma femme, parce que tu choisis entre les Barouillas et moi. Alors, Lévi-Strauss m'envoie une lettre en disant « Revenez pour négocier avec votre femme ». Parce que, mais bon, 3 ans de terrain. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? On n'est pas invité, il faut se faire accepter. Il y a une mort. Est-ce que vous allez assister au dernier moment
aux rituels funéraires, est-ce que vous allez les comprendre, etc. Donc, il y a une partie, si vous voulez, l'observation systématique, l'observation participante, c'est le premier état. C'est-à-dire vous vous immergez pendant longtemps, les gens acceptent que vous soyez à des mariages et vous expliquent, vous êtes des gamins, quoi. Vous êtes des enfants, vous apprenez la langue. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai rien compris. D'ailleurs, on m'a souvent dit sur le terrain, mais Maurice, ça fait 2 ans qu'on t'a expliqué ça 3 fois, tu comprends jamais rien. Et en fait, dans mes notes, j'ai vu qu'il m'avait tel jour expliqué qu'est-ce que c'était comment ils étaient nés comme société. Il me l'avait expliqué en 2 phrases. Mais après, je comprenais la langue. Donc 2 ans plus tard, j'ai compris ce qu'il m'avait dit avant. Vous comprenez? Ça, c'était très important. Les gars chez lesquels j'étais étaient des anciens cannibales, des guerriers, des fabricants d'une monnaie, de sel, pour échanger, tout ça. Et ils n'étaient pas chrétiens. Hein. Maintenant, ils sont tous chrétiens. Tous protestants, par 5 églises américaines, les pires, les Revival, les Church of Christ et tout, enfin, des illuminés qui arrivent, c'est pas possible. Donc ils sont tous chrétiens, ils font tous maintenant, ils produisent du café pour s'insérer dans l'économie marchande et ils ne boivent pas de café. Hein? Donc c'est ce qu'on appelle la mondialisation. Hein? Bon. Alors, donc vous voyez la question, comment peut-on comprendre les autres à partir alors qu'on n'a pas d'expérience de leur mode de pensée, c'est ça le boulot, c'est pas propre aux anthropologues, mais nous, c'est dur parce que c'est l'immersion prolongée. Première époque, c'est l'immersion où vous apprenez la langue, vous commencez à repérer les trucs. Moi, j'étais capable, au bout de 3 ans, de savoir à peu près avec qui cette petite allait se marier, hein, selon les règles. Je connaissais les règles, quoi. Mais après, vous faites une deuxième sorte d'observation que beaucoup d'anthropologues ne pratiquent pas. La deuxième observation, ça demande du temps. C'est systématique, c'est-à-dire thématique. Vous partez avec les gars pendant 3 mois, 4 mois, vous mesurez tous les champs du village et vous avez toutes les explications, qui a défriché le premier, et quelle est la qualité du sol, qu'est-ce qu'il produit, c'est tout. Vous comprenez? Vous le faites thématique. Alors, il faut que les gars acceptent que vous entriez dans leur jardin. Hein. Moi, combien de fois je me suis fait engueuler en disant « Mais il ne marche pas là !» J'ai regardé, il y avait une plante devant moi. Plante sacrée. Avant merci, je prenais des notes tout de suite. Mais je ne peux pas savoir, les plantes ne parlent pas. Jusqu'à maintenant, je ne parle pas, encore moins le français. Donc il me pilotait. Et comme j'ai assisté aux initiations des femmes, interdites aux hommes, des hommes, tout ça, donc j'ai été initié. Et comme j'avais déjà 2 enfants à l'époque, ils m'ont initié comme un mec qui a 2 enfants, quoi. En évitant, et gentiment d'ailleurs pour moi, de me percer le nez et de mettre un os dans mon nez, donc, parce que j'aurais été très gêné de retour à Paris. Ils m'ont expliqué, comme tu es blanc, on ne peut pas te percer le nez, quoi. Tu vas rentrer chez toi, tout ça. Sur 20 ans, j'ai fait 7 ans de terrain, 7 ans de terrain. Hein. Alors, j'ai publié beaucoup. Et le dernier livre que j'ai publié, je l'ai fait exprès. Et il s'intitule « Suivre Jésus et faire du business ». Ils sont tous chrétiens. Les autres sont tous musulmans. Et ils font du business. Donc, j'ai pu mesurer toutes les transformations sur 50 ans. J'ai envoyé une normalienne faire avec toutes mes notes, tout ça, sur son portable et tout. Et on a donc 50 ans d'évolution d'une société, intégrée dans la mondialisation, vous voyez, et dans la christianisation, et dans l'Occident. La frontière de la Chine, hein, moi j'étais là. Parce que là-bas, c'est l'influence chinoise après. Donc, on va parler de géostratégie tout à l'heure. Donc, la deuxième méthode, c'est l'observation systématique, mais il faut être déjà ancré dans le terrain. Il faut avoir des gars qui acceptent d'aller tous les jours avec vous dans les champs, ou faire autre chose avec vous. Il faut les payer pour ça. Hein? Et maintenant, moi, quand je suis arrivé,
c'était des services que je rendais, je donnais des machettes, c'était tout ce qu'il fallait pour eux. Maintenant, comment tu dis papa dans ta langue? Ah, donne-moi $1. Donc maintenant, la réponse est $1. Je te dis, papa, ça se dit noumoué. Maman, vous comprenez ce que ça veut dire? La mercantilisation des rapports sociaux. Ça avance. Et les Barouillas qui échangeaient des femmes entre les clans demandent 400 € maintenant pour se marier. Et donc, vous voyez, ils abandonnent l'ancien système d'échange des femmes entre les clans. C'était une réciprocité à égalité. Et maintenant, c'est les gars qui reviennent de plantation, 400 €, 800 €. Mais ça libère les hommes du choix qu'avait fait le clan. Le type qui revient avec son argent de poche, là, 400 € gagnés en 2 ans, il est libéré du pouvoir de ses parents et du clan. Il choisit la femme et il propose le pognon. Vous comprenez? C'est ça les rapports qu'on peut observer. Bon. Alors, bon, je ne vous dis pas ce que c'est qu'un rapport social, parce que je suis un peu désespéré. Je vois combien de cours de sociologie ou d'anthropologie commencent sans qu'on définisse jamais ce que c'est qu'un rapport social. Alors, ça m'emmerde un peu que le manque de rigueur. Je suis pas un postmoderne, moi. Vous voyez, je ne parle pas de moi-même d'abord. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Bon. Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut trouver lorsque on est professionnel, quoi. Donc, il y a des médecins, des copains, tout ça, qui m'ont demandé un jour, ça va vous intéresser, c'est le développement des soins palliatifs. Que maintenant, des médecins, des infirmières accompagnent des gens pour mourir, ok? Problèmes juridiques compliqués. Les médecins jouent au curé, quoi, alors qu'il n'y a pas de curé qui viennent, comme autrefois. Les infirmières jouent à la cousine, parce qu'il n'y a personne qui visite les morts, ou les agonisants, je veux dire. Donc ils me disent, des tas de gens très célèbres me disent, tu peux lancer une enquête sur la mort dans différentes sociétés, ok? Je réunis 13 copains, enfin des gens calibre, Sorbonne, professeur de Sorbonne sur l'islam et la mort, Goldberg sur le monde juif, etc., Gallet sur l'Inde, Toraval sur la Chine, etc. Donc, et je me trouve donc, regardez bien, avec 14 descriptions des représentations et des pratiques de la mort dans 14 sociétés. Okay? Maintenant, je fais la description des sociétés. Des sociétés tribales sans État, des sociétés à État, monothéistes, juifs, islamistes, chrétiens, polythéistes, donc j'ai le spécialiste de l'hindouisme, du bouddhisme, etc., religion du salut, pour nous les chrétiens, religion de la délivrance pour les bouddhistes et les hindouistes, c'est-à-dire avec une grande différence, nous, il faut nous sauver du péché, tandis qu'eux, il faut qu'ils augmentent leur mérite, sinon à la mort, en Inde aujourd'hui, on est jeté dans la roue des renaissances pour recommencer, avec l'angoisse de ne pas se réincarner dans la même caste, avec l'espoir d'être dans une caste supérieure, et avec l'espoir que les mérites vous permettent de devenir un ancêtre auprès des dieux, ok? C'est la délivrance, Si vous prenez l'hindouisme qui part de la même base, c'est-à-dire la réincarnation possible, la fin pour le bouddhisme, c'est le nirvana. Qu'est-ce que ça veut dire, le nirvana? L'extinction dans l'être. Donc vous voyez que le bouddhisme est beaucoup... Et en plus, toutes les castes peuvent adhérer au bouddhisme, tandis que dans l'hindouisme, la 4e caste n'a pas de rituel pour elle, etc. Elle est pour servir les autres. Donc le bouddhisme est une révolution sociale et de pensée. Tout le monde peut être délivré. Donc c'est pas pareil. Hein. Alors quand j'ai 14
exemple, moi-même, mes sauvages emplumés, là, mes guerriers, là, je découvre quoi? Je découvre un invariant. Donc, vous allez comprendre ce que c'est, parce que un invariant, c'est un postulat qui va avoir des conséquences énormes pour construire des univers fantasmatiques que sont les univers religieux. Alors, qu'est-ce que je découvre? Je découvre que dans toutes les sociétés qui étaient sous mes yeux, la mort ne s'opposait pas à la vie. Comme chez nous. Elle s'opposait à la naissance. Attention, hein, c'est vachement important ce que je vous dis. Pourquoi? Parce qu'à la mort, il y a un cadavre. Et donc l'humanité, depuis des siècles, fait un postulat. C'est qu'on vit après la mort. Sans quoi il n'y aurait pas de religion, mes enfants. Il n'y aurait pas de religion si vous retirez ce postulat. Pas possible. Attention, alors, vous allez comprendre tout de suite. J'ai gambergé dans ma tête. Si la mort ne s'oppose pas à la vie, elle s'oppose à la naissance. Si la mort est une disjonction, séparation du cadavre et d'une âme, ou pour les bouddhistes, 32 âmes parce qu'il y avait 32 taches sur le corps du Bouddha, passons là-dessus, la mort à ce moment-là s'opposant à la naissance doit être une conjonction. Vous comprenez tout de suite, hein? Si c'est une disjonction, d'un côté, il va falloir une conjonction. Et alors, je poursuis un petit peu l'analyse de l'invariant, parce que c'est quand même, ça fait plaisir à la tête, non? Ah, ben quoi, c'est les mathématiques sociales, si on peut dire, pour se marrer un peu, quoi. Eh bien, c'est qu'un homme et une femme, en faisant l'amour, ne suffisent pas à faire un enfant. Ne suffisent pas à faire un enfant. Alors, pour les chrétiens, ça va de soi. Si les chrétiens connaissent le christianisme, attention, il faut faire doucement. Hein. Parce qu'il faut connaître la théologie quand même. Hein. Qu'est-ce qui introduit l'âme dans le corps du fœtus? Parce que ce n'est pas le sperme d'un homme qui fait l'âme. Alors, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a une âme qui nous anime? C'est Dieu. C'est Dieu qui introduit à l'heure qu'il veut et sous la forme qu'il veut. Non, laisse tomber, pour l'instant je ne marche pas, alors ça va. Qui introduit à l'heure qu'il veut et sous la forme qu'il veut, une boule de feu ou n'importe quoi, une âme dans le corps du fœtus qui est dans le ventre de la femme. Vous avez compris ou pas, le christianisme profond là? C'est pareil pour les juifs, hein, etc. Je ne vais pas vous faire... Bon, alors, si Dieu intervient en introduisant une âme dans chaque bébé en formation, c'est la création continuée du monde par Dieu. Ça va de soi, non? Tout ça, c'est des fantasmes, hein, je vous dis tout simplement. Il n'y a pas de vérification possible. C'est spéculatif. Bon. Alors, maintenant, soyons chrétiens jusqu'au bout. Ah. L'âme est introduite par Dieu. Elle se souille du péché originel que l'enfant n'a pas commis, mais que la sexualité de ses parents lui transmet. Okay? Donc les chrétiens, ils ont des problèmes avec la sexualité, là. C'est vachement borné et tout, là. Bon. Et si l'enfant, son âme est immédiatement souillée, il faut le baptiser pour qu'il ait une âme pure de tout péché, pour que ce soit ses propres péchés qui lui permettent le salut ou l'enfer. Bon, je vous ai fait un beau résumé du christianisme, sur la base d'un invariant, hein, la base d'un invariant, avec des conséquences de représentation sociale et culturelle, l'âme, le corps, le cadavre. Il faut se déposer du cadavre, mais l'âme est partie. Bon, allez à la messe, vous allez écouter des discours incroyables. Moi, quand mon père est mort, ma mère est morte, à chaque fois j'ai été écouter la famille catholique, hein, comment les prêtres parlaient de mon père qu'ils n'avaient jamais connu, mais qu'il envoyait vers Dieu. Donc ça m'intéressait beaucoup le discours. Bon, passons là-dessus. Donc vous voyez, il faut baptiser.
il faut rendre l'âme pure de tout péché pour que ce soit vos propres péchés qui vous feront juger. Alors je me retrouve devant le problème du jugement post-mortem. C'est pas un problème, c'est un problème formidable quand même, non? Et qu'est-ce que je découvre dans mes 14? Que les sociétés tribales, et la mienne où j'étais, il n'y a pas de jugement post-mortem. Peinard, les gars, hein? Un barouillard qui a assassiné, qui n'a pas été jugé par les siens, il va, alors je demandais au barouillard où vont les morts, parce que si on vit après la mort, il y a un séjour des morts. Logikos, non? Alors où est le séjour des morts? Bon, les barouillards me disent il y a 2 séjours, selon les clans, soit dans les étoiles, soit sous la terre, soit up or down, non? Ça dépendait des clans. Et l'exposition des morts, c'était soit sur des plateformes, soit en inhumation. OK? Logique, hein? Bon. Mais pas d'idée de jugement post-mortem. Alors, il m'expliquait, tu comprends, un mort, l'avantage d'être mort, on peut dire, on ne va pas à la pêche, on ne va pas à la chasse, on n'est pas malade et tout. Une sorte de mini-conception du paradis, quand même. Bon, maintenant, moi, j'en ai plein de religions dans la tête, vous savez, c'est mon boulot, là. Alors, je me tourne vers l'hindouisme pour m'amuser, quoi. Alors là, j'ai Yama, c'est le dieu de la mort. Yami, c'est sa sœur. D'ailleurs, il y a mariage entre incestueux, frère-sœur, passant là-dessus. Et la sœur, c'est la vie, lui, c'est la mort. Alors, il juge le mort pour ses mérites et ses démérites, et selon la quantité de mérites et de démérites, il le renvoie dans la roue des renaissances, la fameuse roue des renaissances. Okay. D'où, et en plus, il n'y a pas de... On incinère, il n'y a pas de cimetière en Inde, sauf pour les gourous et pour le Raja. Donc, les cendres sont distribuées, enfin, etc. Passons là-dessus, sur tous les rituels qu'elle emploie. Bon, après, je vois le bouddhisme, où là, c'est la même chose. Mais si vous avez accumulé des mérites, vous disparaissez dans le nirvana, qui est l'extinction dans l'être, c'est la métaphysique, quoi. C'est beaucoup plus abstrait, le bouddhisme. Mais le bouddhisme est très intéressant parce qu'ils disent, tant qu'on n'est pas libéré de son moi, on croit dans les dieux. C'est très intéressant, puisqu'il faut se délivrer de soi. Et au lieu de réprimer ceux qui croient dans les dieux, la population, tant qu'ils n'ont pas fait le chemin, ils peuvent croire aux dieux. Et à un moment, ils seront libérés de leur moi et de la représentation du monde, quoi, si on peut dire. Oui, c'est pas pareil, quoi. C'est vraiment une grande pensée orientale. Bon. Après, je me tourne vers mes copains de confession judaïque, etc. Alors, là, vous connaissez tous que vous allez aller en enfer, mes enfants, ou au paradis, bien sûr. Donc, il y a un jugement post-mortem qui donne par Dieu. Il y a un Dieu, un seul Dieu. Alors, l'islam, je connais les processus. Les 2 anges viennent tirer l'âme par les doigts du mort, et c'est eux qui, ensuite, reçoivent le message de Dieu unique qui dit s'il va être en enfer ou au paradis. Chez les catholiques, il y a eu cette invention étonnante du purgatoire. Les gars, là, une invention du XIIe, XIIIe siècle. Le Goff a écrit un livre énorme là-dessus sur l'invention du purgatoire qui n'est ni dans la Bible ni dans le Nouveau Testament. Alors il semble qu'il y avait des pressions des nobles. Vous vous rappelez, les nobles disaient mais on va rester 100 000 ans quoi, à rôtir. Si on n'est pas condamné pour l'enfer, qu'est-ce qu'on fait? Alors donc on a vendu les indulgences, vous vous rappelez? D'où la réaction de Calvin. L'Église catholique, c'est vraiment une boutique corrompue pour vendre des 100 000 âmes, 200 000, comme Monopoly, vous vous rappelez là. Vous en rachetez pour 1 million d'âmes, 1 million d'années, je veux dire.
Donc l'intérêt du purgatoire, c'est qu'on rôtit, mais qu'on va aller au paradis quand même après une rôtissoire de X années. Alors quand vous comprenez tout ça, vous comprenez bien que c'est construit sur des schèmes, vous comprenez? Et que ces schèmes sont contre-intuitifs. Il n'y a aucune expérience scientifique ou autre qui peut les vérifier. Ce sont des postulats de la pensée spéculative. Et la pensée spéculative, dans votre tête et dans la mienne, il y a deux logiques qui fonctionnent. Il y a une logique où l'impossible est impossible. Les mathématiques, etc. On définit les limites du possible. Et puis, il y a la logique où l'impossible est quand même possible. C'est les religions. Si vous prenez le Nouveau Testament, vous avez tous lu que Dieu était ressuscité. Donc Jésus était ressuscité. Les femmes viennent le lendemain vers le tombeau qui est vide. Et il y a deux anges blancs qui sont assis sur la pierre tombée et qui leur disent allez dire aux disciples qu'il est ressuscité. Ok? Les disciples sont très contents, paraît-il. Ils se réunissent tous, il en manque un, dans une taverne quelconque. On est en Méditerranée, n'est-ce pas? Bon. Et ils sont très contents. Alors il y en a un qui rentre et qui dit, mais là, attendez, vous me dites ça, mais moi je ne peux pas y croire. J'y croirai quand je mettrai mes doigts dans ses plaies. Vous vous rappelez, non? Vous avez une bonne culture quand même, non? J'y croirai. Paf! Jésus apparaît au milieu, comme dans les films, les mangas et tout ça. Pouf! Il apparaît et il dit mets tes mains, mets tes doigts dans mes plaies. OK? Et après, la phrase qui est la plus... On n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne. Tu as cru parce que tu as vu. Heureux ceux qui croiront sans voir. Vous voyez ce que c'est que la croyance? C'est plonger dans le noir pour passer, la lumière est au-delà c'est écarter tous les doutes. C'est penser que c'est vrai même si on n'a pas de preuve que c'est vrai. La preuve, c'est celle qu'on se fait en soi-même. Donc vous voyez les choses fondamentales, parce que quand nous, on est constamment dans des... Daesh, la religion, tout ça, le retour du religieux, c'est des conneries, personne n'a abandonné la religion. En France, on sépare la religion. Bon, alors, quand j'ai un prix Nobel, l'autre jour, j'étais à Strasbourg, où il y a 3 prix Nobel, on a fait des discussions sur les sciences sociales, l'Aisne et tout ça, c'est des gars bien. Alors, je leur ai dit, écoutez les gars, un prix Nobel peut être bouddhiste ou chrétien, ça n'a aucune importance, parce que quand il rentre dans son labo, Dieu n'existe plus. Sans quoi, s'il met Dieu dans une équation, il n'a pas de prix Nobel, c'est terminé. Donc. Quand il sort de son labo, il peut rentrer chez lui pour aller à la messe, ou bien au temple. Mais la science expérimentale et déductive, Dieu est au-delà, quoi. Il faut faire de la métaphysique pour ça, après. Il faut dire, oui, à la limite de l'univers, il y aura un commencement. Alors, la limite de l'univers, il y aura un commencement. Je vous rappelle le problème de l'arrivée du christianisme en Chine, avec le fameux jésuite qui est devenu mandarin, conseiller de l'empereur pour les mathématiques. Oui, absolument, ce type est formidable. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il traduit, donc il fait un petit manuel de christianisme pour l'empereur en chinois. Et l'empereur lui dit, mais écoutez, là, je ne comprends pas. Vous dites que le monde a commencé, que quelqu'un a été capable de faire tout à partir de rien. Mais nous, pour les Chinois, il n'y a pas de commencement ni fin, c'est le yin et le yang éternel. Donc je ne comprends pas votre cosmologie. Pas mal, non? Alors, il y a des physiciens chinois qui répètent ça d'ailleurs maintenant. Ils commencent par une invocation à Confucius et ils font des équations sur le tableau après. Bon, et après, il dit, mais ce qui m'a semblé le plus choquant, c'est que vous avez crucifié un Dieu. Mais chez nous, on crucifie les criminels, les salopards. Mais comment vous avez pu oser crucifier? Pourquoi? Parce que les Chinois produisent beaucoup de dieux.
un haut fonctionnaire chinois, Mao Tse-tung est devenu, vous ne savez pas, le dieu des taxis. À Pékin, ce n'est pas parce qu'ils sont maoïstes, parce que quand vous mourrez haut fonctionnaire chinois, le peuple demande que vous deveniez Dieu. On envoie une pétition au bureau des rites qui est à côté de l'empereur. Et l'empereur vous nomme Dieu du 32e degré. Tac. Dans le panthéon des dieux, il y en a plein. Bon, OK? Vous avez le droit donc d'élever un autel pour le fonctionnaire Dieu et un temple. Ça dure 100 ans. Si dans la province, il ne pleut pas, que ça, tout ça, c'est magnifique, le mec, il est promu. Du 32e Dieu, il devient 15e. Dans les hiérarchies, promu, vous voyez. Mais si ça ne va pas, s'il y a des catastrophes, des tsunamis, il est rétrogradé dans l'échelle divine. Comment les Occidentaux pouvaient-ils comprendre ça? Comment peuvent-ils? C'est difficile, puisque chez nous, Dieu est transcendant, omniprésent, omnipotent, etc. Là, on fabrique des dieux parce que les hommes deviennent des dieux. Alors, que les hommes deviennent des dieux, ce n'est pas bon pour certaines religions. Vous comprenez? Alors, si vous n'avez pas la connaissance des invariants, qui constituent des univers, mais après, attention, cette représentation, c'est ce qu'on appelle une représentation culturelle. Hein, mais la représentation culturelle, ça devient des rapports sociaux réels. Ça devient des mosquées, ça devient de l'architecture, ça devient de la peinture. Des mondes qui n'existent pas deviennent existants et conduisent la vie des gens, Car si on croit dans une religion, le corps tout entier est investi par la religion. Si on est un bon croyant, quoi, si on est un opportuniste, ça va, on va à la messe à Noël, quoi. Hein, bon. Ma femme est orthodoxe grecque, alors elle est complètement comme moi, donc ne croyez pas que j'ai pris mon inspiration chez ma femme, hein, surtout pas. Non. Mais quand je vais, que je vois toutes les dames qui viennent embrasser les icônes, la même pour le baccalauréat de leur fils, je respecte parce que je suis un anthropologue. Je peux rien dire. Écoutez, ma belle-mère, pour vous expliquer, ma belle-mère, justement, une femme bien ouverte, charitable, plus ou moins socialiste et tout. Un jour, dans la cuisine, question incroyable, je lui pose la question, pendant qu'on faisait à manger, pourquoi Jésus est Dieu? Ce n'est pas une question à poser facilement quand même. Hein. Et elle me répond, mais pas de problème. Jésus est Dieu parce que le tombeau était vide. Paf, c'est fini. C'est fini. Elle avait raison. Puisqu'elle y croit. Donc, c'est fabuleux cette réponse. Et des profs de Sorbonne ne me l'auraient même pas dit, ça, un truc pareil. C'est d'une simplicité au couteau. Tac, tac. Bon, j'ai dit, ok. Que voulez-vous que je dise? Alors, maintenant, de plus en plus, à cause de ma vieille expérience, vous vous rendez compte, j'ai 84 ans, j'ai bourlingué depuis des années. Mali, des années 7 ans en Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. Donc j'ai vu le monde se changer depuis l'âge de 30 ans, non? Alors qu'est-ce que j'aboutis à cette conclusion? Et il me pousse à faire un petit texte que de plus en plus j'ai vu les grandes sociétés désirer se moderniser sans s'occidentaliser. Partout maintenant. Plein la gueule de l'Occident, je vous assure. Erdogan, Poutine, tout ça. Pourquoi? Alors j'ai essayé de comprendre. Moi j'ai vécu comme quelqu'un qui appartient à la colonisation du monde par l'Occident. Hein? Je n'ai pas colonisé, je n'ai pas christianisé, mais je fais partie de ce monde. Donc, alors, j'ai été au Mexique et tout ça aussi. Donc, si vous voulez, on est dans un état de retour le 21e siècle. Je vous donne mon opinion, hein, c'est tout. Hein, mais
j'ai dû élaborer ce truc-là. Il y a eu deux grandes époques de la colonisation, du XVIe au fin XVIIIe. C'était d'une violence inouïe. Hein, destruction des empires incas, destruction des Aztèques, christianisation forcée, réduction des Indiens dans des villages pour les contrôler. Enfin, on n'a pas fait de cadeaux, les gars. Hein. Bon. L'or, l'argent arrivait, et après les Anglais, les Français, les Espagnols se battaient pour les galions pleins d'or. Donc, c'est pas de haute dignité morale, hein. Même si on appelait la civilisation et la christianisation, c'est-à-dire la seule vraie foi. OK ? Je ne sais pas si vous avez jamais lu les notes de Christophe Colomb. C'est pas ? Quand il est arrivé dans... Ah, c'est étonnant. Il arrive pour la première fois dans les Antilles et il descend sur la... Il descend sur avec ses soldats et tout ça, habillés avec des carapaces et tout, là. Et un moine espagnol qui brandit une croix. Alors, est-ce qu'un Indien peut comprendre ce que c'est que deux bouts de bois comme ça? Et il leur dit en latin, croyez-vous en Dieu? Non, mais, en latin. Alors, comme les types ne répondent pas, il faut les christianiser. Non, mais c'est pas... Quand vous lisez ça maintenant, c'est absurde, c'est grotesque, c'est presque obscène quand même, il y a quelque chose. En même temps, c'est un spectacle, vous comprenez, le type qui descend, son moine avec une bure, ses soldats avec des cuirasses, bon, passons là-dessus. La colonisation, c'est du jour au lendemain, vous n'avez plus votre avenir dans vos mains, c'est les autres qui, pour leurs intérêts et tout ça. Donc il y a eu deux périodes. Et la période qui a été le rebond, ça a été le 19e siècle. Supériorité scientifique, supériorité militaire, supériorité commerciale, etc. Donc la dernière colonisation, c'est 1931. Les Italiens arrivent en Éthiopie. Les pauvres vieux, là, ils ont mis du temps. Libye, Éthiopie. C'est la dernière fois que l'Occident arrivait à coloniser. Et moi, je suis arrivé donc en 66 chez les Barouillas, et c'était en 60 que la première colonne militaire est arrivée. Et tous les gars que j'ai rencontrés avaient des outils de pierre. Vous vous rendez compte? C'était que le néolithique n'était pas terminé là-bas. Et donc, c'est pendant la guerre contre les Japonais, les Australiens, les troupes australiennes américaines ont introduit des machettes, tout ça. Donc, les types m'ont expliqué que quand ils ont vu dans le commerce intertribal arriver des outils d'acier qui étaient très performants, ils ont jeté leurs outils de pierre. Et moi, j'ai été chercher dans les jardins les outils de pierre. J'ai fait une grande caisse d'outils de pierre donnée au Musée de l'Homme, et j'ai demandé à tous les hommes qui voulaient de refaire des outils de pierre, et j'ai quantifié le travail pour abattre des arbres au bois dur, des arbres au bois tendre pour les fendre, etc. Donc j'ai fait renaître l'économie néolithique. On était 7 dans le monde à pouvoir faire ça. Parce que j'avais la responsabilité que la porte du néolithique se fermait devant moi. Maintenant, tous les gars, quand j'étais là, ils étaient cannibales, etc. Ils ont expliqué comment ils mangeaient les gens, tout ça, c'est très bien, ok. Il faut être calme hein, quand on est anthropologue. Hein. Il faut être très calme. Il faut être très calme. Et puis, quand vous êtes seul dans la forêt, il faut être très calme. C'est très dur. Psychiquement parfois, surtout si on vous pique votre couteau de chasse et tout ça. Bon, passons là-dessus. Mais surtout quand on est seul en pleine forêt, on disparaît, on est mort, hein, c'est tout. Pas seulement par les hommes, il y a les serpents, il y a des saloperies là. Alors donc les gars, j'ai refait une simulation et j'ai découvert que le rapport au travail, en prenant des gars musclés, hein, des jeunes de 25 ans qui ne l'avaient pas fait, eux.
Donc c'est les aînés qui leur ont fait les outils pour qu'ils s'en servent. C'est les mecs musclés qui sont venus pour... C'est des herminettes. Une herminette n'est pas une hache. Une hache, on s'en sert comme ça, on coupe. Et une herminette, c'est comme ça. On hache. Donc c'est pas les mêmes gestes, c'est pas les mêmes postures du corps et tout. Ouais, bon, donc, et maintenant, les types, ils ont travaillé en plantation, ils font du fric petit, etc. Vous voyez le truc, hein? Et deux, trois femmes parlent anglais. Deux, trois femmes parlent anglais. Donc, vous voyez les changements christianisés, ils votent sans savoir ce que c'est, très bien, mais bon, ils vendent du café que les Blancs leur ont demandé de planter. Les grandes compagnies ont distribué gratuitement des milliers de plants de café pour ensuite... Et maintenant, ils ont du pognon, ils ne savent pas quoi en faire, parce qu'à 2300 mètres dans la jungle, vous n'avez pas le cinéma, les gars. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Les Blancs leur demandent d'avoir chacun son livret de caisse d'épargne. Parce que si vous avez un incendie des cases, vous perdez vos paquets de fric, là. Donc les Blancs reprennent le fric pour la banque et ils donnent la livret de caisse d'épargne à chaque type qui a son livret $150, $200. Enfin, c'est quand même fort, les gars. Bon, donc moi je suis dans la vie pratique, mais j'ai quand même un esprit analytique. Hein. Bon. Alors donc on en est là maintenant. Le deuxième, la supériorité, c'est le 19e siècle. Hein. Supériorité scientifique. Alors je vais vous raconter l'anecdote, le premier geste de se moderniser sans s'occidentaliser, c'est, je vous donne la date exacte, juillet 1853, au Japon, dans la baie d'Uraga. 4 vaisseaux américains qu'on appelle aujourd'hui au Japon les bateaux noirs apparaissent avec le contre-amiral Matthew Perry et forcent le shogun à ouvrir les ports pour le commerce occidental. OK ? Et fait signer un traité pas du tout avantageux aux Japonais. Quelle était la réaction? Les samouraïs déposent le shogun et font la révolution de Meiji. 1867-1873. Quel est le mot d'ordre? Écoutez-le maintenant, vous allez comprendre. Wonton Tsugai. Prendre la science et les techniques de l'Occident sans faire perdre au Japon son âme. Devenir une puissance industrielle et militaire. Faire aussi bien qu'eux pour faire mieux. Vous avez entendu? Ben, allez-y maintenant. Allez-y, comprenez ce que je vais dire. J'ai appris l'autre jour, quand j'étais directeur du CNRS, j'ai été plusieurs fois à Pékin, à l'Académie des sciences et tout ça. Il y a 20 ans, j'apprends dans le monde, il y a 15 jours, que c'est la deuxième puissance scientifique. Que ce soit la deuxième puissance économique, je comprenais. Quand on a 1 milliard de pauvres, 300 millions de gens qui bougent, on a de la réserve pour les t-shirts à 2 €, hein, même pas, quoi. Mais la physique, la biologie moléculaire, tout, les drones et tout, ben ça y est, deuxième puissance scientifique. Ça m'a... Tant pis, c'est comme ça, c'est les rapports de force nouveaux. C'est les rapports de force nouveaux. Donc le 21e siècle, la superpuissance américaine s'est terminée depuis 2001. Les Twin Towers. Ils ont perdu l'efficacité politique, ils ont gardé l'efficacité technologique, financière. Mais maintenant... Alors, donc, vous voyez, moi, quand j'étais jeune, mon père me disait « Achète pas une cochonnerie japonaise, achète une 2 chevaux. » là. Mais c'est des cochonneries, c'est des types qui ils copient, quoi. Toyota, c'est le premier, hein, c'est pas si mauvais que ça, quoi. Donc,
Et alors, il y a un grand anthropologue anglais qui s'appelle Jack Goody, qui était mon frère, tout ça, qui me disait déjà quand j'étais jeune, il disait, Maurice, fais attention à toi, fais attention à toi. Tu penses que c'est définitive la supériorité de l'Occident. 300 ans, 200 ans de différence dans l'histoire, c'est peanut. Donc il me disait, il y a 20 ans, tu vas voir un jour les... Il travaille beaucoup en Inde et moins en Chine. Mais tu vas voir un jour. Alors on a vu maintenant, vous avez vu, non? Bon. On a vu qu'on peut se moderniser sans s'occidentaliser maintenant. Ça ne veut pas dire du tout. Alors l'année dernière, j'étais faire une conférence au Qatar. Alors avec le titre de ma conférence, putain, ils m'offraient des millions de dollars. Comment? On va pouvoir se passer de l'Occident. Et vous êtes un occidental, vous nous apportez la bonne parole. Si j'étais juif, je dirais j'étais le Messie, quoi, n'est-ce pas? Eh bien non, ils ne comprennent pas du tout. Enfin, ils ont compris. On ne peut pas se passer des échanges avec l'Occident. Ce n'est pas possible. Mais je m'aperçois que ce monde dans lequel vous êtes et moi, et vous avez vécu les mêmes choses, c'est le résultat de 3 choses fondamentales. La disparition des empires coloniaux, paf. La disparition de l'URSS et de l'économie planifiée, et la décision suprême de Deng Xiaoping de liquider l'économie maoïste avec les désastres, les trucs fous, là, la grande révolution culturelle, etc., les petits fours pour faire de l'acier, enfin, toutes les conneries qui ont coûté 7 à 8 millions de morts. Et il engage son pays dans le capitalisme. Donc l'échec des Russes aboutit au capitalisme, et la décision positive, cette fois, du Parti communiste, c'est deuxième puissance en 30 ans. Donc le monde dans lequel vous vivez et qui va être celui des enfants, c'est des nouveaux hégémones. C'est tout. L'hégémonie américaine ne peut plus suffire pour protéger l'Occident, d'ailleurs. Voilà. Elle ne peut pas suffire. Elle ne peut plus se présenter comme la défense des droits de l'homme universelle, etc., etc., etc. Alors, il y avait un type... Alors, donc, l'article qui va sortir, j'ai donné une interview qui va sortir, paraît-il, demain, double page dans Le Monde. Et après mon interview, Le Monde a pensé que j'étais l'anti-Fukuyama. Bon, donc, ils ont téléphoné à Fukuyama, et demain, je vais découvrir ce que Fukuyama dit. Il paraît qu'il a du remords. Pourquoi? Parce qu'il racontait que quand le capitalisme sera mondial, la démocratie va se généraliser. Mais quoi, c'est des blagues, non? Poutine ne parle que contre l'Occident. Erdogan, il veut devenir à nouveau sultan. Non, mais c'est quoi, des conneries, quoi. Regardez la géopolitique dans laquelle nous sommes. Et moi, c'est mon expérience d'anthropologue, c'est-à-dire 50 ans d'observation dans des pays différents et de longue durée, des observations, qui m'ont fait apparaître que c'est les pays maintenant qui font du succès dans le capitalisme, parce que c'est le capitalisme chinois, c'est pas parce qu'ils sont chinois, c'est parce que ce sont des Chinois capitalistes, deuxième puissance du monde. L'Inde sera peut-être la 3e, 4e, pas. Le Japon est encore le 4e, hein, l'Asie est très forte. Hein. Ben, quand ils disent maintenant on fait des choix, les gars, vous n'allez pas nous imposer. Alors j'ai regardé, le Parti communiste chinois, il autorise 5 religions, mais pas de syndicats, pas de démocratie élective, etc., tout ça. Donc il fixe la limite. Et maintenant, dans tous les pays que j'ai fréquentés, vous voyez la ligne rouge contre l'Occident. Erdogan, paf. Vous voyez Poutine, Poutine, c'est un type qui est gonflé parce que son économie est faible, sa puissance nucléaire est forte, mais c'est traditionnel en Russie qu'il soit fort à l'extérieur et faible à l'intérieur. Donc, c'est pas ça qui... Mais c'est quand même, vous voyez, dans le monde de conflit, parce que le capitalisme, c'est un système de concurrence. Concurrence entre les entreprises, paf, délocalisation, concurrence entre les nations. M. Trump nous donne une belle leçon.
first, America first, United States first. Quand ça nous arrange, on est libre-échangiste. Quand ça ne nous intéresse pas, allez vous faire foutre. Parce que les rapports de force, mes enfants, et les rapports d'intérêt, c'est ce que j'ai rencontré tout le temps. Hein. Vous comprenez? Le fond des forces, c'est les rapports d'intérêt et les rapports de force. Entre les pays, entre les grands ou petits. Hein. Donc, il faut avoir une vision quand même géostratégique. Et je pense que c'est les sciences sociales qui peuvent apporter, à condition que les gars se mouillent. Vous comprenez? J'ai beaucoup de collègues qui pensent à leur carrière pour être au Collège de France et des trucs comme ça. Ok, c'est bien, c'est gentil pour eux, tant mieux pour leur famille. Mais ce qu'ils ont appris, ils ne le percolent pas. Ceux qui savent sur d'autres sociétés, ils ne le font pas passer à des publics différents. Tout le monde n'a pas besoin d'aller en Chine pour apprendre quelque chose d'important. Alors moi, je suis vraiment un militant de ce que les, comment dire, qu'on sorte de notre monde académique et autres, vous voyez, avec des médecins, avec d'autres des tas de gens. Et j'essaie de pousser mes étudiants, mes chercheurs, à mouiller leurs chemises. Est-ce que vous avez vu un peu ce que c'est qu'un invariant? Vous le saviez, puisque c'est un postulat. Vous savez ce que c'est qu'un postulat? C'est qu'il y a des conséquences qu'on peut en tirer logiquement. Seulement, le problème de la pensée de l'impossible qui est possible, ce n'est pas une pensée déductive, mes enfants, à la manière des mathématiques. C'est une pensée déductive par analogie. Ce sont des analogies. C'est pour ça que le microcosme de mon corps peut être comme le macrocosme de l'univers, etc., par résonance analogique. D'où les couleurs sont en Chine, les 4 couleurs, seul le Wang. Wang, ça veut dire en chinois l'homme unique, c'est-à-dire l'homme qui a reçu le mandat du ciel pour gouverner et faire les rituels d'abondance pour le peuple. Vous savez, tous les politiciens, jusqu'à Macron, depuis les pharaons jusqu'à Macron, disent la même chose. Hein. Il y a un invariant du politique, je vais vous le donner tout de suite là. Je vais le publier à la fin de l'année pour me marrer un peu. Un bon politicien, au nom de Dieu ou lui-même d'ailleurs, ou de ses partisans, dit qu'il va vous donner la prospérité, c'est-à-dire l'emploi va monter, le chômage va baisser, quoi. Monsieur Hollande disait aussi que la courbe allait tomber, non? C'était marrant, quoi. Le deuxième, un homme politique vous promet toujours la justice et l'équité, que les forts n'écrasent pas les faibles, n'est-ce pas? Que les pauvres soient soutenus dans l'existence, que les veuves et les orphelins, etc. Et tous les hommes politiques vous promettent la troisième promesse, la paix dans la société par la victoire sur les ennemis, bien sûr. Écoutez, mes enfants, vous êtes assez grands pour avoir compris que ce que je vous ai dit, c'est l'invariant de tout discours politique qui voudrait être élu ou choisi par Dieu. C'est pas beau, ça? Vous donnez un invariant du politique, là, pour terminer, là. En plus, un invariant qui est complètement contextualisé. Hein. J'ai rien contre Macron, hein, il fait son boulot et tout. Je repère qu'il est dans la série des invariants possibles. Donc je réserve mon jugement. Pas seulement sur lui, d'ailleurs. Donc, alors d'ailleurs, donc, vous voyez, c'est marrant. Donc, vous voyez un peu le travail qu'on peut faire dans les sciences sociales. Et moi, je pense qu'il y a, dans les sciences sociales, donc je vais faire paraître un truc là, dans le cahier de la science. Là. J'ai discuté avec Antoine Petit, le nouveau directeur du CNRS. Je suis plutôt content que ce soit amateur, passons là-dessus. Et donc, moi, je vois que les sciences sociales doivent être mobilisées en permanence. La première science sociale à mobiliser, ce n'est pas la mienne, c'est l'histoire. Si on apprenait aux enfants un peu plus d'histoire, l'histoire de la Chine et tout, même pas l'histoire de l'Europe, parce que vous ne connaissez pas l'histoire de la Suède, à moitié l'histoire de la Russie.
C'est toujours l'Espagne, l'Espagne, l'Italie, nos voisins immédiats, tout ça, le Portugal peut-être. C'est pas suffisant, ça, mais ça. Les sciences de terrain, c'est tout, c'est nous, c'est l'anthropologie et la sociologie. Mais la sociologie ne travaille pas comme nous. Il n'y a pas un sociologue qui va passer 3 ans à 2000 mètres en Papouasie. Mon copain Bourdieu, lui, il a envoyé 50 étudiants, 200 étudiants, tout ça avec des questionnaires, questions ouvertes, questions fermées. OK? Les questions ouvertes, c'est que le type peut les comprendre. Question fermée, c'est qu'il ne va pas comprendre ce que va faire sa réponse. Vous entendez ce que je viens de dire? Ça veut dire que le type qui va répondre ne va pas comprendre tout à fait l'importance de sa réponse. Mais M. Bourdieu, par exemple, dans son bureau au Collège de France, peut réunir 2000 questionnaires et faire plusieurs bouquins quand même, non? C'est comme une sorte de mentalité d'araignée. Alors moi, je n'étais pas d'accord avec Bourdieu. Je disais, écoute, Bourdieu, quand il était jeune, avait fait de l'anthropologie. Il était en Algérie, il avait fait des choses magnifiques. Le début, la maison kabyle et tout. Bon, passons là-dessus. Mais on ne peut pas faire d'anthropologie. Maintenant, Tokyo, c'est 32 millions d'habitants. L'anthropologie urbaine, c'est un des grands problèmes que j'ai avec les étudiants. Enfin, moi, je parle d'étudiants, c'est des chercheurs. C'est des chercheurs qui passent une règle ou n'importe quoi. Et donc, l'anthropologie urbaine, 32 millions, tu peux placer les gars dans un quartier, mais il faut de la sociologie par questionnaire, là. Il faut coupler, là. On ne peut pas faire. Il faut l'histoire de la ville, il faut la sociologie de la ville, il faut l'anthropologie de la ville. On ne peut pas y arriver. Alors, dans les mégapoles, maintenant, 4/5 de la population africaine est dans des villes terribles, polyethniques, guerres tribales. Bon, les gens que je fréquentais, des ambassadeurs et tout, pensaient que les tribus, c'était des vestiges de l'Antiquité, les gars. Franchement, regardez les talibans et tout, tous membres de tribus, regardez l'Asie centrale, la moitié de l'Afrique. C'est des acteurs historiques. Les Kalachnikovs, ils viennent de où? Les 4x4 avec mitrailleuses lourdes, ça vient de où? De l'Occident. On équipe des mecs qui sont tous tribalisés, donc c'est pas le type qui s'est proclamé calife des musulmans. Bon, on sait d'où il vient. C'est d'une petite tribu qui est pas loin de Erbil, c'est la bordure ouest. Et il s'appelait pas du tout al-Baghdadi. Al-Baghdadi, ça veut dire qu'il est de Bagdad. C'était un gars qui était séminariste dans un truc de théologie. Il a été mis en prison par les Américains à Bagdad. Et dans la prison, il s'est radicalisé. Et le gars, il s'est prononcé au nom de Dieu, calife de 1,3 milliard. Vous vous rendez compte du truc? Se proclamer calife, monter dans la chaire de Mossoul, vous vous rappelez, et puis se proclamer calife. Normalement, c'est Dieu qui choisit les califes. Lui, il s'est auto-proclamé, bon, c'est très bien. En même temps, c'est un type probablement très fort, mais c'était détruire l'Occident et islamiser le monde. C'est utopique. C'est utopique, c'est des utopies. On ne verra jamais les chiites se convertir dans le sunnisme, et les sunnites, c'est pas possible, toutes ces guerres, c'est pas possible. C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac quelque part. C'est un cul-de-sac quelque part. Alors vraiment, je plaide tout le temps pour que on diffuse un peu plus de connaissances précises et lourdes sur les sociétés différentes de la nôtre. Mais en même temps, j'envoie des gars pour étudier l'évolution du métier de postier. Bon, c'est ici, quoi. On peut faire de l'anthropologie partout, maintenant. On est décolonisé, quoi. L'anthropologie n'est plus liée à l'Occident saternatal. Quand je vais en Chine, hein, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont foutu membre du comité de rédaction de la revue chinoise d'anthropologie. Je ne connais rien, je ne lis pas le chinois, donc
sais pas pourquoi ils m'ont élu comme ça avec un Américain. Bon, très bien. Très bien. Mais comme vous allez en Chine, vous avez le néo-confucianisme qui repart, vous savez, des tas de trucs comme ça. Toujours sous contrôle politique et policier. Mais bon, si on ne connaît pas tout ça, on peut... Moi, je me souviens quand j'étais en Chine plusieurs fois, il y a un grand anthropologue, Fei Xiaotung, qui était élève de Malinowski, vous vous rendez compte, parti aux États-Unis, revenu patron de l'anthropologie avant Mao Tse-tung. Mao Tse-tung l'a foutu dans une famille paysanne parce que les paysans rééduquent les intellectuels. Hein, vous vous rappelez le truc, non? Donc il l'a mis, il a brûlé toute sa bibliothèque. Alors, après, Deng Xiaoping l'a repris, il l'a mis à la patron, il est mort l'année dernière, patron de l'Institut des minorités nationales. Ok. Alors, qu'est-ce que me disait quand j'étais le visiter là, à Pékin, il me disait, Maurice Godelier, là, vous, les Occidentaux, vous pensez à des retours sur votre capital ou sur vos initiatives en 15 mois ou en 30 mois peut-être, c'est le maximum pour vous, n'est-ce pas? Nous, les Chinois, on pense 30 ans à l'avance. Vous comprenez? 30 ans à l'avance. Alors, je ne dis pas qu'il avait de la condescendance pour moi, il disait que ce n'est pas notre même... Nous, on est toujours pour un profit, un return. Ils voient les choses... Bon, ils ont une puissance plus forte d'action sur le futur, parce qu'ils modélisent sur 10 ans, ou sur 15 ans. Donc, en plus, quand vous avez le pognon des banques socialistes pour irriguer le capitalisme, c'est un truc qu'on ne peut pas faire, nous. Donc, ils ont réussi à avoir les avantages du socialisme, concentration d'argent dans les banques, avec les avantages du capitalisme, des types qui font du fric impossible. Vous savez que maintenant, mes étudiants chinois, quand ils téléphonent, leurs parents sont dans des autobus, il y a Internet dans les autobus. On n'a pas encore Internet avec les macroniens bus. On n'a pas Internet. La dernière fois, il y a 4 ans, je suis allé, il y avait 6e périphérique de Pékin, il commençait le 7e. Nous, on n'a pas encore terminé de faire le chemin de tramway périphérique de Paris. Alors vous voyez que la puissance que ça représente, la puissance, l'efficacité économique et sociale. En même temps, c'est un régime de dictature, hein. Et je ne plaide pas pour... Alors maintenant, je dois aller au Liban, là, oui, bientôt, là. Parce que maintenant que j'ai fait cette conférence au Qatar, ils m'invitent tous pour... peut-on se moderniser sans s'occidentaliser? Donc maintenant, je demande return un puits de pétrole. Juste un seul petit puits, le petit... Et je vais vous expliquer dans tous les pays arabo-musulmans tout à fait comment il faut faire. Mais bon, il faut faire gaffe quand même. Donc vous voyez, comme me dit notre ami, si vous n'avez pas d'humour quand vous faites de la théorie, ça ne marche pas, les gars. Enfin, il faut prendre au sérieux son boulot, il ne faut pas se prendre au sérieux dans le boulot, c'est pas pareil. Hein, c'est pas pareil. Alors, je pense que j'en ai dit assez, non? Vous en avez assez pour la soirée. Vous pouvez poser des questions.